avez un exemplier sur lequel figure le plan de ma présentation. Et je passe tout de suite au préambule pour dire que les œuvres de Ferdinand de Saussure et de Marcel Proust m'accompagnent depuis très longtemps, en fait un bon demi-siècle. Après les avoir délaissés quelques mois, quelques années, j'y reviens avec un plaisir intact et pour y faire à chaque fois de nouvelles trouvailles. Longtemps, néanmoins, ces deux œuvres me sont apparues comme deux univers séparés. L'une relevait de mes lectures à caractère professionnel, l'autre de mes lectures de vacances. Et dans mon esprit, ces deux mondes étaient aussi étanches que le côté de Guermantes et le côté de mes églises dans la perception du jeune Marcel. Point 1. Les répercussions psychiques d'une absence. Jusqu'au jour où mon attention fut retenue par quelques lignes du côté de chez Swann qui faisaient écho de manière troublante avec mes préoccupations saussuriennes du moment. Dans le passage concerné, le protagoniste Charles Swann cherche à échapper au tourment de la jalousie qu'il éprouve en présence de sa maîtresse Odette de Crécy. Pour tenter d'apaiser ses souffrances tout en préservant l'avenir de leur relation, il envisage d'espacer ses visites, de s'éloigner temporairement de la jeune femme. Mais voilà qu'au lieu de protester, celle-ci accueille avec une docilité imprévue la perspective d'une séparation. Cet acquiescement réveille en Swann un besoin impérieux de la rencontrer au plus vite, de la revoir tous les jours. La volte-face du héros est analysée en ces termes. Exemple 1. Comme tous ceux qui possèdent une chose pour savoir ce qu'il arriverait s'il cessait un moment de la posséder, Swann avait ôté cette chose de son esprit en y laissant tout le reste dans le même état que quand elle était là. Or, l'absence d'une chose, ce n'est pas que cela, ce n'est pas un simple manque partiel, c'est un bouleversement de tout le reste. C'est un état nouveau qu'on ne peut prévoir dans l'ancien. Ce dont Swann n'avait pas tenu compte dans ses calculs, c'est qu'une absence réelle par les effets collatéraux qu'elle entraîne produit un branle-bas non maîtrisable. Elle génère, écrit le narrateur, un état nouveau qu'on ne peut prévoir dans l'ancien. Or, cette formulation rappelle beaucoup celle dont se sert Saussure pour caractériser l'évolution des systèmes sémiologiques et de la langue en particulier. Voyons cela d'un peu plus près, sans perdre de vue pour autant les vicissitudes affectives de Swann et le diagnostic pénétrant du narrateur. Point 2. L'interdépendance des entités linguistiques. Saussure, on le sait, a conçu la langue comme un système fondé sur des oppositions, un système différentiel constitué de valeurs. Cela veut dire que chaque entité linguistique est déterminée au sens fort par les entités ambiantes ou coexistantes. Chacune dépend, comme dans le cas du jeu d'échecs, de la situation réciproque des pièces. Cette absolue solidarité des unités est assertée à la manière d'un leitmotiv dans les écrits autographes du maître genevois et dans les notes de ses étudiants. J'ai rassemblé quelques exemples sous le numéro 2. Je ne vais pas tout lire, mais je vais lire plus particulièrement les passages en caractères gras. Voilà, donc 2a, il n'y a pas de sens si l'on considère vraiment la langue à chercher ce qu'est chaque élément par lui-même. Il n'est rien d'autre qu'une pièce valant par son opposition avec d'autres selon certaines conventions. Et puis D, dans les notes d'Albert Riedlinger, notes de cours d'un des étudiants de Saussure, les parties d'un système n'ont de sens que par l'ensemble. F, nous persistons à dire que la langue ne s'alimente dans son essence que d'opposition d'un ensemble de valeurs parfaitement négatives et n'existant que par leur contraste mutuel. Dans G, un exemple que j'ai donné parce que ça concrétise un peu
cette théorie différentialiste, alors même qu'il s'agit de désignations très précises comme roi, évêque, femme, chien, la notion complète enveloppée dans le mot ne résulte que de la coexistence d'autres termes. Le roi n'est plus la même chose que le roi s'il existe un empereur ou un pape, s'il existe des républiques, s'il existe des vassaux, des ducs, etc. Le chien n'est plus la même chose que le chien si on l'oppose surtout au cheval en faisant un animal impudent et ignoble comme chez les Grecs, ou si l'on l'oppose surtout à la bête fauve qui l'attaque en faisant un modèle d'intrépidité et de fidélité au devoir comme chez les Celtes. Et un peu plus loin dans le même extrait, ainsi l'idée de chacal sera contenue dans le mot chien ou dans le mot loup aussi longtemps qu'il ne surgira pas un troisième mot. Voilà, j'en reste là. Caractériser chaque entité par le réseau de relations qu'elle entretient avec les autres. Cela conduit notamment à voir des valeurs différentes dans les équivalents du mot chien chez les Grecs et chez les Celtes, comme on vient de le voir. D'autre part, tout changement qui affecte une entité concerne aussi les autres. C'est la présence ou l'absence dans une langue d'un mot désignant le chacal qui y conditionne la valeur des équivalents de chien et de loup. Et de même que l'absence d'Odette concrète et non seulement rêvée bouleverse dans son entier la vie de Swann, de même l'apparition ou la disparition d'une opposition linguistique exerce des effets sur l'ensemble du système. Exemple 3, il s'agit toujours du jeu des différences. Dès qu'il se perd une des différences, le jeu des autres n'est plus le même. Point 3, alors je m'en excuse par avance, ça va être le moment un petit peu plus ingrat, disons, de ma présentation, les cas perdus de la déclinaison latine. Saussure illustre les conséquences de perte dans le système linguistique dans un passage éclairant de son deuxième cours de linguistique générale. Nous sommes à l'Université de Genève au début du semestre d'été 1909. Au programme de la séance, la flexion nominale du latin confrontée à celle de la proto-langue indo-européenne et à celle du grec. Il s'agit d'un sujet de grammaire comparée traditionnelle à propos duquel on a coutume d'enseigner que le latin a perdu 2 des 8 cas que possédait l'indo-européen, l'instrumental et le locatif, alors que le grec en a perdu 3, instrumental, locatif et ablatif. C'est ce que j'ai synthétisé dans mon tableau 1. Toutefois, quelle interprétation faut-il donner de ces pertes signalées en gris dans ce tableau? D'abord, observe Saussure, certains noms propres latins conservent de vieux locatifs qui, je cite, par hasard se trouvent coïncider avec le génitif. Ainsi, dans Romae à Rome, Corinthi à Corinthe. Il en conclut, numéro 4, cela montre quelle prudence il faut avoir quand on dit qu'une langue a perdu des cas. Quant au grec, la fonction du locatif a pu y être reprise hors déclinaison nominale par des tours prépositionnels, par exemple avec la préposition en, dans, plus datif. Parfois, cependant, c'est une autre forme de flexion qui devient héritière de la catégorie disparue. Ainsi, l'ablatif latin a récupéré de fait les fonctions de l'instrumental indo-européen. Les flèches du tableau 2 indiquent ces héritages. Vous voyez, de l'instrumental indo-européen à l'ablatif latin, du locatif indo-européen au génitif latin et au datif du grec. Saussure commente la situation en ces termes. Numéro 5. Ainsi, quand on dit que le grec a gardé le datif indo-européen, c'est une simple coïncidence de nom. Dans sa forme, le datif grec est souvent un locatif d'origine et les fonctions du datif grec ne coïncident que très partiellement avec l'emploi du datif indo-européen. C'est une des questions où on risque le plus de prendre des mots pour des choses.
Le fait est que les linguistes se servent d'une même terminologie grammaticale pour décrire les trois paradigmes, au risque de laisser croire que les cas désignés d'un même nom assument les mêmes fonctions d'une langue à l'autre. Or, une telle croyance est fallacieuse. Les catégories en cause qui appartiennent à des réseaux d'opposition différents ne valent pas la même chose dans les trois langues. C'est ce que j'ai essayé de synthétiser dans le tableau 3, répartition des fonctions dans chaque synchronie. Une synchronie où il y a 8 cas, une autre où il y en a 6, une autre où il y en a 5, et l'ablatif de l'indo-européen ne vaut pas la même chose que l'ablatif du latin, quoique portant le même nom. Et même raisonnement possible aussi pour le datif dans les trois langues et le génitif dans les trois langues. Résumons-nous. Il est trivial d'enseigner, on l'a dit, que le latin a perdu le locatif et l'instrumental et qu'il a conservé les autres cas de l'indo-européen. Mais en s'exprimant de la sorte, l'historien de la langue, à l'instar de Swann quand il envisage de se passer d'Odette, risque de passer à côté de l'essentiel, à savoir le remaniement d'ensemble qui affecte une flexion dès qu'un des cas qui la composent est altéré. Dans un paradigme linguistique comme dans l'économie psychique de l'amoureux, il suffit en effet qu'un élément change de statut pour que les autres soient transformés ipso facto, ce qui conduit à un état nouveau. Dès qu'il se perd une différence, le jeu des autres n'est plus le même, écrivait Riedlinger. Le narrateur de la recherche écrivait quant à lui, l'absence d'une chose, ce n'est pas un simple manque partiel, c'est un bouleversement de tout le reste. Les citations suivantes, qui proviennent des deux auteurs, insistent sur cet effet non mesurable d'un changement particulier. 6. Qu'est-ce qui fait passer d'une position des pièces à l'autre, d'une synchronie à l'autre? C'est le déplacement d'une pièce, ce n'est pas un remue-ménage de toutes les pièces. Malgré cela, le coût d'échec n'est pas calculable pour l'effet produit sur le système. Le déplacement d'un système se fait par la succession de faits isolés. Comparaison avec le système solaire, un nouvel astre le modifierait tout entier, mais n'est qu'un fait particulier. Et chez Proust maintenant, or un changement de temps, ici au sens météorologique, suffit à recréer le monde et nous-mêmes. Donc cet effet bouleversant d'un changement ponctuel, sur lequel insistent nos deux auteurs. Revenons pour un instant encore au cours 2. Dans les conditions synthétisées dans le tableau 3, comment le linguiste historien peut-il échapper aux écueils de l'inertie terminologique, aux biais suscités par les façons de dire convenues? À cet égard, Saussure fait la recommandation suivante, numéro 7. Il vaut mieux exprimer la chose par une somme et dire le latin a gardé 6 différenciations sur 8. Cela est très bien, le grec n'en a gardé que 4, en fait c'est 5. Et non pas a perdu 2 cas. Un peu plus loin, Saussure invite de même ses auditeurs à raisonner sur le total des formes, autrement dit à confronter les jeux de différence tels qu'ils opèrent dans chacun des états de langue considérés. Le conseil du professeur, sous ses dehors modestes, est de grande portée. D'abord, au plan méthodologique, il invite le linguiste à privilégier le point de vue global des différenciations gardées par rapport au point de vue local des différenciations perdues, ce qui, notons-le, évite d'accréditer une vue naïvement érosive du changement linguistique. Ensuite, au plan théorique, cette recommandation entérine le fait que les catégories grammaticales en tant que définies par leur contraste mutuel ne sont pas transmissibles né variétures à travers l'histoire linguistique. Point 4, l'impression de la continuité, l'illusion de l'unité. Nos auteurs ont pour point commun d'envisager pour l'un le signe, le mot, pour l'autre la réalité, comme des faits de conscience localisés dans la psyché humaine.
8a, c'est Saussure qui s'exprime, notre point de vue constant sera de dire que non seulement la signification, mais aussi le signe, au sens de signifiant, est un fait de conscience pure. Autre citation de Saussure, le mot pas plus que son sens n'existe hors de la conscience que nous en avons ou que nous voulons bien en prendre à chaque moment. Donc tout le linguistique est mental et d'ordre mental chez Saussure. Et chez Proust maintenant, les êtres pour nous n'existent que par l'idée que nous avons d'eux. Vraiment une consonance étrange avec ce que dit Saussure. Soudé maintenant, le rêve était encore un de ces faits de ma vie qui m'avait toujours le plus frappé, qui avait dû le plus servir à me convaincre du caractère purement mental de la réalité et dont je ne daignerai pas l'aide dans la composition de mon œuvre. Or, ce que Saussure met en relief dans le passage du cours 2 commenté tout à l'heure, c'est l'impermanence dans le temps de ces faits de conscience que sont les catégories du génitif, du datif, de l'ablatif. Ce qui intéresse l'auteur de la recherche, c'est plus généralement l'instabilité des êtres à travers le temps, caractère, personne, passion, paysage, société, moi du narrateur, se présente chez lui non sous la forme d'essence immuable, mais sous celle d'un torrent de sensations, de moments fugitifs qui se remplacent l'un l'autre. Alors, à propos d'un caractère, par exemple, dans l'exemple 9a, si on veut clicher ce qu'il a de relativement immuable, on le voit présenter successivement des aspects différents, impliquant qu'il ne sait pas garder l'immobilité mais bouge, à l'objectif déconcerté. Exemple B, si le nom de la duchesse de Guermantes était pour moi un nom collectif, ce n'était pas que dans l'histoire par l'addition de toutes les femmes qu'il avait portées, mais aussi au long de ma courte jeunesse, qui avait déjà vu en cette seule duchesse de Guermantes tant de femmes différentes se superposer, chacune disparaissant quand la suivante avait pris assez de consistance. Les mots ne changent pas tant de signification pendant des siècles que pour nous les noms dans l'espace de quelques années. Évidemment, je suis très sensible à la comparaison avec la langue dans cet extrait. Exemple C, ce n'était pas Albertine seule qui n'était qu'une succession de moments. C'était aussi moi-même. Je n'étais pas un seul homme, mais le défilé d'une armée composite où il y avait des passionnés, des indifférents, des jaloux. La palette chatoyante de l'écrivain démultiplie objets et sentiments, captés sous la forme de sensations fugaces, de visions inattendues, parfois incompatibles, entre lesquelles la relation d'identité ne s'établit pas de soi. Exemple 10, chaque fois qu'elle, Albertine, déplaçait sa tête, elle créait une femme nouvelle, souvent insoupçonnée de moi. Pendant les longues heures que je passais à causer, à goûter, à jouer avec ces jeunes filles, je ne me souvenais même pas qu'elles étaient les mêmes vierges impitoyables et sensuelles que j'avais vues comme dans une fresque défiler devant la mer. Donc l'identité à travers le temps ne va pas de soi. Certes, un même nom, par exemple Albertine ou duchesse de Guermantes ou Amour, est applicable au ressenti éphémère qu'éprouve le narrateur, un peu comme le terme datif sert, dans l'exemple saussurien, à désigner des cas dotés de fonctions diverses dans des strates chronologiques différentes. L'unité ontologique, la continuité dans le temps, gagée sur la désignation commune, n'en est pas moins présentée à plus d'une reprise dans la recherche comme le produit d'un raisonnement secondaire de l'ordre du mirage. Par exemple, à propos d'une jeune fille, la stabilité de nature que nous lui prêtons n'est que fictive et pour la commodité du langage. Et à propos donc, de notre amour, de notre jalousie, il se compose d'une infinité d'amours successifs, de jalousies différentes et qui sont éphémères, mais par leur multitude ininterrompue,
donne l'impression de la continuité, l'illusion de l'unité. Et à propos de Swann, qui a été le visiteur disons, de la tante du narrateur à Combray, et puis qui réapparaît plus tard comme père de Gilberte, eh bien, voilà ce qui est dit. Il était devenu un personnage nouveau en tant que père de Gilberte. Je le rattachais pourtant par une ligne artificielle, secondaire et transversale à notre invité d'autrefois. Et puis, D. Je ne dis pas qu'un jour ne viendra pas, où même à ces lumineuses jeunes filles, nous assignerons des caractères très tranchés, mais c'est qu'elles auront cessé de nous intéresser, que leur entrée ne sera plus pour nous, pour notre cœur, l'apparition qui l'attendait autre et qui le laisse bouleverser chaque fois d'incarnations nouvelles. Leur immobilité viendra de notre indifférence qui les livrera au jugement de l'esprit. Si on fait la synthèse de ces extraits, numéro 11, on peut dire que c'est un jugement de l'esprit qui, pour la commodité du langage, crée a posteriori l'impression de la continuité, l'illusion de l'unité, dotant d'une unité artificielle et d'une stabilité fictive la suite de sensations évanescentes enregistrées par nos sens. Pourtant, comme l'a montré Isabelle Sersa, unité et stabilité sont nécessaires à l'amoureux. Je cite un passage d'Albertine disparu, « On veut seulement être sûr que c'est elle, ne pas se tromper sur l'identité autrement importante que la beauté pour ceux qui aiment. » Et dans les dernières pages du Temps retrouvé, grâce au phénomène répété de mémoire involontaire qui efface momentanément la distance entre le passé et le présent, le narrateur peut être enfin sûr qu'il est bien cette même personne qui, des années auparavant, avait éprouvé les émotions que le souvenir lui restitue telles quelles et de manière si bouleversante. Quant à Saussure, il aborde avec la plus grande précaution, on l'a vu, la question de l'identité de l'être linguistique à travers le temps, qu'il s'agisse des catégories, on l'a vu au paragraphe 3, ou plus généralement du signe, c'est-à-dire de cette entité à double face purement psychique composée d'un signifiant et d'un signifié indissociable. Et voilà ce que note son étudiant Riedlinger. Il est mystérieux le lien de cette identité diachronique qui fait que deux mots ont changé complètement, calidus, chaud, eiwa, yé dans les langues germaniques, et qu'on en affirme cependant l'identité. En quoi consiste-t-il ce lien? Précisément, il y aura donc dans la linguistique toute une série de questions à résoudre, ou plutôt à scruter, qui se rapportent aux identités, unités diachroniques. Et puis, à propos de l'identité étymologique, aussitôt que l'identité morphologique cesse et qu'il s'établit par exemple deux identités, il s'établit en revanche entre les deux termes l'identité étymologique, laquelle n'est plus du tout un fait de langage, mais un fait de notre réflexion grammaticale. Et dernière citation, l'existence qu'on peut accorder aux signes n'est pas ailleurs en principe que dans l'association qui en est faite par l'esprit avec une idée. C'est pourquoi on peut et on doit s'étonner qu'il devienne cependant nécessaire de reconnaître aux signes une seconde existence non dépendante de l'idée à mesure qu'on marche dans le temps. L'identité diachronique ou étymologique devrait donner lieu, si l'on en croit Saussure, à un programme de recherche, car elle repose sur une réflexion grammaticale déconnectée de l'exercice de la parole, réflexion qui fait écho au jugement de l'esprit détaché de tout affect, qui chez Proust dote d'une identité constante les êtres qui nous sont devenus indifférents. En réalité, Saussure est confronté au fait que le signe bifacial qui tire son identité de ceux avec lesquels il coexiste ne peut être qu'une valeur momentanée, non transmissible d'une période à l'autre.
Vouloir suivre un signe à travers le temps et a fortiori une signification comme le fait tous les jours la linguistique historique, est qualifié dans les notes de l'essence double du langage d'entreprise chimérique. Alors voici une note un peu difficile, hein, c'est une note un brouillon, un des fragments que Saussure nous a laissés qui ont été redécouverts en 1996. Nous poserons alors que la signification n'est qu'une façon d'exprimer la valeur d'une forme, laquelle valeur dépend complètement des formes coexistantes à chaque moment, et que c'est par conséquent une entreprise chimérique non seulement de vouloir suivre cette signification en elle-même, ce qui n'est plus du tout linguistique, mais même de vouloir la suivre par rapport à une forme, puisque cette forme change et avec elle toutes les autres et avec celle-ci toutes les significations, de manière qu'on ne peut dominer le changement de signification que vaguement par rapport à l'ensemble. Saussure se retrouve ainsi devant une sorte d'abîme, devant la nécessité, je cite, de reprendre ab ovo la question totale du langage, ce qui implique de s'interroger d'abord et avant tout et de manière très proustienne sur ce qu'on est en droit d'appeler le même dans la temporalité linguistique. Citation 14, l'objet qui sert de signe n'est jamais le même deux fois. Il faut dès le premier moment un examen ou une convention initiale pour savoir au nom de quoi, dans quelles limites nous avons le droit de l'appeler le même. Autre citation, il faudrait tout reprendre et on ne sait par quel côté commencer. Il faudrait, entre mille choses, demander ce qu'est un mot dans le temps, etc., etc. L'identité à travers le temps est, à n'en pas douter, un point de réflexion majeur chez nos deux auteurs qui l'envisagent de façon concordante, à ceci près qu'en sémiologie saussurienne, le signe, contrairement au moi du narrateur proustien, ne saurait échapper à la discontinuité, du fait sans doute du caractère fondamentalement social de la langue, mais il faudrait approfondir cet aspect. Point 5. Lanterne magique et cinéma intérieur. En dépit de cette différence entre deux, Proust et Saussure ont pour point commun, me semble-t-il, d'avoir conçu les effets de l'écoulement du temps comme une suite de changements d'état fortuits, imprévisibles, non prédéterminés, localisés dans la psyché humaine ou dans la conscience du sujet parlant. Ainsi, Saussure modélise l'axe diachronique comme une succession de synchronies dont l'équilibre, je cite, s'établit de moment en moment. C'est ce que vous avez sous 15. Hein. Les unités vont au contraire s'établir d'un instant à l'autre en vertu de cet enchaînement et cette figure qui figure la réorganisation générale du système. Alors que Proust représente la réalité vécue sous la forme, je cite, d'une succession de périodes sous lesquelles, après un certain intervalle, rien de ce qui soutenait la précédente ne subsistait plus dans celle qui la suivait. La rénovation de la langue, du champ social, de la réalité, etc., est approchée entre autres chez nos auteurs via les comparaisons de l'instantané photographique, exemple 9a qu'on a lu plus tout à l'heure, exemple 17a aussi, de la projection de lanterne magique, 17b, du kaléidoscope que l'on tourne, 17c. Dans la linguistique diachronique idéale, écrit un élève de Saussure, il faudrait une masse infinie de photographies de la langue, de notations exactes de moment en moment pour marcher ainsi en avant en suivant le cours du temps. Et puis, chez Proust, il est question du rêve, la réalité précédente s'évanouissant devant celle qui lui succède comme une projection de lanterne magique devant la suivante quand on a changé le verre.
Chez Proust toujours, au temps de ma petite enfance, tout ce qui appartenait à la société conservatrice était mondain. Et dans un salon bien posé, on n'eût pas pu recevoir un républicain. Mais pareil au kaléidoscope qui tourne de temps en temps, la société place successivement de façon différente des éléments qu'on avait cru immuables et compose une autre figure. L'approche discontinue de la temporalité dans ces extraits a certes quelque chose de paradoxal. Elle va à contre-courant de l'intuition profondément ancrée en nous tous d'une continuité du monde sensible. Pourtant, les spécialistes de neurosciences, en analysant l'activité électrique du cerveau, ont démontré expérimentalement que, contrairement aux apparences, notre flux de conscience évolue, je cite, de manière discrète, sérielle et soudaine. Citation de Lionel Nakache, qui est neurologue et chercheur en neurosciences, professeur à la Sorbonne. Citation 18, je lis juste ce qui est en gras. L'échantillonnage temporel de la scène visuelle opère ainsi. Nous échantillonnons, c'est-à-dire nous isolons et capturons à notre insu la scène visuelle qui nous fait face à la cadence d'environ 10 à 13 images par seconde. Et nous inventons toujours à notre insu la continuité qui permet de relier ces images fixes et discrètes en un film visuel subjectif continu. Depuis les années 1970, des centaines d'études ont, semble-t-il, montré que notre activité cérébrale, alors là je cite de nouveau Lionel Nakache, que notre activité cérébrale d'apparence continue correspond à une série discrète de micro-états. Et c'est subsidiairement que notre cerveau invente la continuité en créant à partir d'images discrètes un film continu. Chez Nakache, vous avez pu le voir, la métaphore cinématographique vient relayer celle de la lanterne magique que l'on trouvait chez Proust. Tout se passe donc comme si nos deux auteurs avaient, d'une certaine manière, anticipé sur l'évolution des sciences de la perception. Il est temps d'arriver à ma conclusion. Contemporains l'un de l'autre, ils ne se connaissaient pas. Cependant, ils arpentent le même terrain et s'y croisent très souvent. Ce propos de la psychologue et psychanalyste Maryse Perrin s'applique à Proust et Freud, mais il conviendrait tout aussi bien, à mon sens, au cas de Proust et Saussure. Certes, Saussure, qui souffrait de graphophobie, nous a légué, au contraire de Proust, son cadet de 14 ans, une œuvre inachevée, fragmentaire. Mais les deux hommes se sont confrontés aux mêmes questions philosophiques. Tous deux ont rompu sans concession avec le sens commun, puisant à des sources intellectuelles larges et exigeantes, géologie, astronomie, anatomie, médecine, mathématiques, chimie, peinture, musique, etc., pour élaborer et transmettre une pensée d'une sagacité merveilleuse. Nos deux auteurs se sont sans doute jamais rencontrés, mais on peut noter que Proust était par sa mère cousin du linguiste et sémanticien Michel Bréal, qu'il appréciait et qui fut aussi à Paris le mentor du jeune Saussure.